Je m'appelle Madame Lager, bien sûr, mais enfin, je m'appelle Mireille. Je suis maître assistant à l'université Paul Valéry à Montpellier et je fais partie de la section d'histoire moderne. Nous faisons un travail d'enseignement et de recherche concernant la période qui couvre le XVIe, le XVIIe et le XVIIIe siècle. J'ai commencé moi-même à faire de la recherche en sciences humaines au moment où les historiens s'apercevaient des limites de leur propre méthode d'analyse et où l'histoire, au fond, se tournait vers les méthodes et les approches de l'ethnologie, de l'anthropologie, des méthodes de lecture de textes, de l'économie et de la démographie historique. Alors, l'accouchement avant l'âge de la clinique, qu'est-ce que vous appelez l'âge de la clinique? Je pense que la grande rupture dans les traditions, dans les coutumes et dans les pratiques autour de l'accouchement se situe au moment où toutes les femmes ont été invitées à venir accoucher dans des cliniques, en milieu hospitalier, entourées d'un personnel et de ce fait coupées de leurs racines familiales. Que ce soit à la ville ou à la campagne, dans les milieux populaires, on vit dans des communautés qui sont des communautés très nombreuses. Imaginons 4 enfants vivants qui vivent là avec le père et la mère. Vous avez les grands-parents, c'était sacré, hein, effectivement. Vous avez les collatéraux, vous avez les aïeux, c'est-à-dire que s'il y a des sœurs ou des frères, des grands-parents encore vivants qui ne sont pas mariés ou qui sont veufs, ils vivent là. Vous avez des serviteurs. Et vous avez à la campagne le personnel temporaire, enfin les ouvriers agricoles qui viennent pour les moissons. Tout le monde se nourrit là, tout le monde vit là, dort là, et on appelle, l'expression qui est passée de façon classique, c'est vivre à même pot et à même feu. Et chez les gens pauvres, on accouche dans cette pièce commune qui a parfois un lit placard qui est isolé par des rideaux ou qui est isolé par une porte de bois. Et lorsqu'il y a intervention, quand l'accouchement est difficile, quand par exemple à la fin du XVIIIe siècle, les chirurgiens ont commencé de poser des forceps, eh bien ça se fait sur la table commune, sur la table de la grande pièce de ferme. L'accouchement est vraiment la preuve, si on peut dire, d'une certaine solidarité entre femmes, et c'est le moment où l'un de leurs pouvoirs se manifeste d'une manière extrêmement vivante et chaleureuse. Un moment de fête même. Alors, un moment de fête, je ne sais pas si j'ai écrit cela, parce fête, que tout de même... c'est pas le mot de fête. Oui. Peut-être c'est la fête quand l'enfant est né. Mais on a l'impression plutôt que c'est une célébration, que c'est un cénacle de femmes qui sont entre elles. Alors, il y a des femmes, mais il y en a une quand même qui est dominante, c'est la matrone. Oui, c'est la matrone. Il y a des tas de noms d'ailleurs. C'est la matrone, oui, dans les pays, puisque j'ai particulièrement travaillé sur le Languedoc, on l'appelle la levandière, on l'appelle la leveuse d'enfants. Ce mot de lever un enfant est très vivant et très vrai. Et alors, la matrone ancienne, c'est une femme qui a la confiance des gens du village ou du quartier. C'est une femme qui n'a pas de connaissances théoriques. Elle n'a pas travaillé dans les livres, elle n'a que ce qu'elle a appris souvent de sa mère, de sa grand-mère ou de sa tante. Et les médecins, effectivement, et les chirurgiens, au moment où ils ont commencé à parler des sages-femmes, se sont affolés de leur pratique. Ils ont dit, mais elles sont barbares, elles sont odieuses, elles sont ignorantes. Et je crois que nous redécouvrons, à travers effectivement ce que les femmes du métier peuvent aujourd'hui en dire, nous redécouvrons que ces femmes avaient une sorte de compétence de tradition et surtout un contact avec les familles et une chaleur avec les femmes. Elles étaient la sœur, elles étaient la mère, et ça, sans faire de féminisme, l'homme ne le remplace pas. Les médecins qui ont écrit au XVIIIe siècle et au XIXe siècle nous aident beaucoup parce que c'est leurs documents que nous avons. Et ils ont refusé ou ils n'ont pas pu entrer dans la cohérence profonde des comportements symboliques qui se déroulaient autour de l'accoucher et qui sont tout à fait passionnants dans leur signification. Je pense par exemple que l'attitude de l'entourage qui mime ce que fait l'accouché. Les femmes pleurent, et dans les accouchements corses, aujourd'hui encore, il y a les pleureuses. Les femmes crient. Elles ont des convulsions lorsque les contractions sont très fortes. Le père, parfois, dans certaines provinces, est dans une pièce voisine et mime la souffrance de sa femme dans des sortes de rites que l'on appelle la couvade, qui ne se pratiquent pas partout, mais qui sont tout de même très signifiants. La participation à un univers symbolique remet en ordre le corps de la femme, alors que la souffrance, c'est le désordre, c'est la panique du corps. Et vous dites, alors ça c'est un peu la formule qui pourrait résumer toute cette période par rapport à la nôtre, c'est que la femme s'accouche et elle n'est pas accouchée, comme aujourd'hui. Alors comment ça veut dire quoi ça? Je crois que
On insistait peut-être beaucoup autrefois sur la responsabilité propre de la femme et sur le fait que, bien qu'entourée, bien qu'aidée par d'autres femmes, par la matrone, il y avait tout de même une sorte de solitude et elle était parfaitement maîtresse de l'acte qu'elle était en train de vivre. Et je conçois que des femmes qui ont vécu des accouchements difficiles, dont elles ont un souvenir assez atroce, ça leur est un peu insoutenable qu'on leur dise la femme correspond au cosmos, qu'on fasse des allusions à la terre, à la mer, à l'eau. C'est un langage, je crois, qui se comprend de l'intérieur. Et effectivement, lorsque l'accouchement devient une crispation, une sorte de révolte du corps tout entier, il est de fait que la douleur est absolument décuplée. Et que si on arrive à se sentir comme, je ne sais pas, une algue dans cette turbulence de l'eau qui laisse faire, qui laisse aller, qui ne résiste pas, le senti, le vécu n'est pas le même. Je crois que c'est une tempête, c'est un processus qui est d'une violence extrême, un accouchement, c'est évident. Mais si le bateau remonte le vent, je casse tout. Si le bateau laisse aller, baisse les voiles, fait la coque de noix, fait l'algue, il y a une sorte de sauvegarde. La mer se sent comme un bateau qui a passé la tempête et qui est sauvé. L'accouchement est un moment de très très intense solidarité. Et c'est ça, je crois, qui fait réfléchir beaucoup de femmes d'aujourd'hui dans une sorte de nostalgie et d'envie de dépasser l'accouchement très aseptique, très blanc et très clinique qui nous est proposé aujourd'hui, avec une sécurité quasi totale, mais avec parfois une sorte de dépossession de la mère et du père en rapport de ce qu'ils auraient envie de vivre. Et effectivement, bien souvent, le technicien est quelqu'un qui reçoit froidement. Or, pour assister les malades, pour aider les gens à mourir, c'est le même problème. Et pour assister les femmes en couche, eh bien, effectivement, c'est un problème de cœur. Donc, c'est vrai qu'il y a une différence entre les écrits et puis ce qui se passait vraiment. C'est parce que ce qui se passait, c'était vécu par les femmes et les écrits, c'était écrit par les hommes. D'une part, les écrits sont des écrits très souvent masculins et d'autre part, les écrits sont des écrits des élites, c'est-à-dire de gens qui ont lu, de gens qui se posent des questions et de gens peut-être qui ont fait une démarche cherchant à valoriser leur vie, à se sécuriser, démarche qui en fait, nous, au XXe siècle, est la nôtre. Mais on sait très mal quelle était la manière de vivre, quelles étaient les structures mentales, par exemple, des femmes de la campagne. L'une des idées fortes, je crois, de cette émission est de dire que l'enfant valorise considérablement la femme et qu'elle se marie pour avoir des enfants. Et dans la mesure où la femme n'a pas une vie professionnelle, n'a pas la vie sociale que son mari peut avoir, la famille, c'est son pouvoir, l'enfant, c'est son pouvoir. Et ces enfants, qu'ils soient petits ou qu'ils grandissent, lui assurent, dirions-nous, un certain royaume. Et je crois qu'on peut retrouver aujourd'hui un petit peu cette mentalité chez les femmes qui sont de milieux assez modestes, qui n'ont pas de vie professionnelle qui puisse leur permettre une valorisation ou un épanouissement. Et par exemple, dans les familles d'immigrés qui sont encore aujourd'hui chez nous des familles qui sont très nombreuses, la femme se réalise et s'épanouit par la valeur qu'elle prend par sa famille et par ses enfants. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 filles, j'ai 4 fils et j'ai un petit-fils. 2 filles, 4 fils? Oui, j'ai 6 enfants. Dont 6 enfants, c'est ça.